Bienvenue à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre à ce webinaire qui est dédié aux conduites addictives et le télétravail. Donc, à mes côtés aujourd'hui pour traiter le sujet des addictions, nous avons Laura Delorge qui est animatrice en prévention à l'association Addiction France. Voilà, nous avons Maître Stéphanie Auger, donc avocate spécialisée en droit du travail, donc du cabinet So Avocat. Bonjour à tous. Nous avons également le docteur Nadine Cabon, donc qui est médecin du travail au SSTI 33 sur notre antenne de Pessac. Et nous avons donc Irène Legoburu, infirmière santé au travail également sur Pessac. Bonjour. Et donc moi-même, Virginie Daïdouz, donc chargée de communication au sein du SSTI 33. Donc aujourd'hui, au sommaire, donc ce que nous allons aborder, donc dans une première partie, donc la définition et les mécanismes des conduites addictives. Dans une deuxième partie, donc les conduites addictives en lien avec le télétravail. Une partie sur la réglementation. Ensuite, nous enchaînerons avec donc la partie prévention, avec des conseils donc dédiés aux managers et dirigeants. Et ensuite, on aura donc en toute fin de webinaire donc un temps d'échange donc avec vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On essaiera d'y répondre. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Laura Delorge. Je vous souhaite un bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup Virginie. Bonjour à tous. Alors, l'objectif de cette première partie, c'est de vous apporter un peu des éléments de base en addictologie afin que vous puissiez apprécier ces éléments et les mettre en perspective avec la thématique d'aujourd'hui, à savoir les conduites addictives et le télétravail. Alors, prochaine diapo s'il vous plaît. Je vous propose de faire un petit retour en arrière concernant la thématique des conduites addictives, la thématique des addictions, la thématique des consommations. Vous avez devant vous plusieurs illustrations. Et je trouve que c'est important de prendre un peu de recul par rapport aux conduites addictives. Ces illustrations montrent à quel point, dans notre société, les consommations, notamment d'alcool, ont été intériorisées, valorisées et conscientisées. C'est important de rattacher ces consommations dans un contexte. La première illustration montre à quel point donc l'alcool, le vin, en l'occurrence, faisait partie de notre quotidien et était intériorisé dans certaines pratiques conviviales, festives. La bière est nourrissante, on a grandi, on a quand même évolué dans une société où l'alcool était quand même encouragé, voire même il y avait des avantages à consommer ce type d'alcool avec des préconisations même autour de l'alcool. Pareil pour le tabac aujourd'hui. Et également, il y avait donc beaucoup de publicité, beaucoup d'encouragement aussi à consommer du tabac qui s'est démocratisé beaucoup dans notre société française. Donc on a grandi, on a évolué beaucoup avec des consommations, notamment d'alcool et de tabac dans notre société. Encore aujourd'hui, on a encore des pratiques, notamment d'alcool, qui sont encore d'actualité. Voilà, donc c'est peut-être plus le vin mon quotidien, mais dans certains moments. On ne t'entend plus, Laura. Ah, Laura, le micro s'est désactivé. Il faudrait le réactiver. Merci. Pardon, il s'est désactivé tout seul, désolée. On a encore aujourd'hui des pratiques où on consommerait de l'alcool. Ce qui a été brutal, et avant d'aborder avec vous la définition, c'est qu'aujourd'hui, en addictologie, on considère, et c'est vrai qu'une addiction est une maladie, mais ça a été brutal quand même dans notre société et par rapport aux individus qui auraient une problématique addictive. Tu t'es vu quand tu as bu, tu t'es vu quand tu as fumé, va te faire soigner. L'alcoolisme est une maladie. C'est brutal dans la mesure où pendant des années, on a eu des repères de consommation qui n'ont pas amené à des repères nocifs pour notre santé. C'est pour cette raison que parfois, en milieu professionnel, on est confronté à des personnes qui consomment et on ne parle pas de la même chose. Du coup, on ne se rend pas forcément compte qu'une consommation peut être problématique parce que nous n'avons pas les mêmes repères, le même contexte et le même vécu par rapport à des consommations. Je voulais juste rappeler ce contexte-là. Je vais vous donner une définition, celle qu'on utilise en addictologie. Donc, c'est toujours la même diapo avant. Si vous pouvez revenir en arrière, c'est que l'addiction, c'est un processus qui est caractérisé par l'impossibilité répétée de contrôler un comportement pouvant à la fois produire du plaisir et écarter ou atténuer une sensation de malaise interne
et ce, en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Deux choses dans la définition. Première chose, l'addiction, c'est un processus. De même que l'arrêt est un processus. Nous, en addictologie, une personne qui vient nous voir par rapport à un produit, par rapport à une addiction comportementale, en moyenne, elle va mettre 5 ans. C'est long. À partir du moment où elle prend rendez-vous, à partir du moment où elle reprend le contrôle de sa consommation, il se passe 5 années. Donc c'est un processus, l'arrêt, qui passe par différentes étapes. Et deuxième chose dans cette définition de très important, une addiction, c'est une perte de contrôle malgré la connaissance de ses conséquences négatives. Je ne suis plus dans le contrôle de ma consommation et c'est une maladie. Alors, prochaine diapositive, je vous propose de vous donner des exemples, même si je pense que vous avez une petite idée de ce à quoi on peut être addict, entre guillemets, aujourd'hui dans notre société. Donc, on peut être addict, bien sûr, à des produits. Donc, les produits, c'est des substances psychoactives et à des addictions comportementales. Alors, les produits psychoactifs, tels que nous, on peut appeler dans notre sémantique les drogues, c'est l'alcool, c'est le tabac, c'est le cannabis, c'est l'héroïne, la cocaïne, l'ecstasy, enfin, la kétamine, les médicaments psychotropes. Et il y en a d'autres des produits. Clairement, il y en a d'autres. Nous, en addictologie, on est tout le temps un peu informés des nouveaux produits qu'il existe voilà, dans notre société. Et des addictions comportementales. Aujourd'hui, une addiction, elle n'est pas seulement relative à une molécule psychoactive. Elle peut être relative aujourd'hui à des pratiques, des comportements. Ça peut être relatif à l'alimentation, les jeux vidéo, le téléphone, tout ce qui est écran, les jeux de hasard et d'argent, les achats compulsifs aussi, les comportements sexuels, une addiction au sexe, et le workaholisme, c'est-à-dire une addiction au travail. Je vais prendre deux exemples rapidement, plutôt choisis en lien avec notre thématique du télétravail aujourd'hui. Alors, dans les substances psychoactives, je vais prendre par exemple l'alcool. L'alcool, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est une substance psychoactive au sein de laquelle, bien sûr, on peut développer une addiction, mais on peut avoir totalement un usage totalement récréatif. L'alcool, c'est assez accessible aujourd'hui, c'est assez normalisé dans notre société. Ça n'empêche que cette habitude, cette tolérance par rapport aux produits peut nous amener à une addiction aujourd'hui. Donc l'alcool reste une drogue et reste une substance au sein de laquelle on peut être addict. Je vous donne juste une info. Aujourd'hui, dans notre centre de soins en addictologie, j'ai eu les chiffres hier, 62% de nos actes en 2021 sont liés à une problématique d'alcool. Donc c'est que ça reste aujourd'hui quand même une des substances les psychoactives les plus concernées par une addiction, ou en tout cas par un mésusage aujourd'hui. Attention, il y a d'autres drogues aujourd'hui où on voit quand même une normalisation qui peuvent entraîner une addiction, même si on n'en a pas forcément conscience. Je pense au cannabis, notamment, aujourd'hui, qui se normalise et pour laquelle aujourd'hui, il peut y avoir un réel risque d'accoutumance et donc de dépendance. Et ces produits sont de plus en plus accessibles, normalisés dans une organisation quotidienne, par exemple. Je vais prendre un autre exemple, les écrans. Les jeux vidéo, le téléphone aujourd'hui, ça peut être effectivement aujourd'hui des problématiques addictives, même si, faut faire attention, on peut avoir un usage excessif, un usage récréatif, ponctuel, temporaire, sans forcément que ce soit une addiction. Attention, les écrans sont partout aujourd'hui, les écrans sont partout dans notre société, au travail, en télétravail, dans notre vie quotidienne, etc. Donc l'usage peut entraîner, bien sûr, on peut perdre le contrôle de l'usage et avoir une problématique addictive, ressentir un manque, une perte de contrôle qui peut bien sûr être problématique dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale, etc. Le workaholisme, juste entre parenthèses, l'addiction au travail pour nous, voilà, peut être sous-estimée aujourd'hui, mais ça peut être une problématique addictive. Clairement, on n'a pas beaucoup de personnes qui viennent pour une addiction au travail dans notre centre de soins en addictologie. Peut-être parce que voilà, on appréhende mal les critères d'une addiction au travail. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut être addict autant à des substances psychoactives et des addictions comportementales aujourd'hui. Prochaine diapositive. On va essayer de voir à partir de quel moment c'est un plaisir et à partir de quel moment c'est un besoin et ça pose problème. On part tous du principe en addictologie qu'on peut avoir un usage récréatif. C'est-à-dire que notre consommation n'entraîne pas forcément de problèmes, de conséquences négatives. Attention quand même,
dans certains cas, pour les personnes en situation de vulnérabilité, sous médicaments, les femmes qui sont enceintes, par exemple, une consommation même mineure est déconseillée, bien sûr. Donc, on peut partir d'un usage totalement récréatif et il n'y a pas forcément de problème. À un trouble, ce qu'on va appeler un trouble de l'usage et un trouble léger. Un trouble léger, c'est-à-dire qu'on peut commencer à avoir des consommations peut-être excessives, mais peut-être ponctuelles, temporaires, dans un certain contexte. En soi, il peut y avoir des conséquences mineures quand même sur le sommeil. Par exemple, si je jouais toute la nuit aux écrans, c'est pas souvent, mais il se peut que le lendemain, en visio, en télétravail, je suis pas en capacité réellement d'avoir une concentration optimale à cause de ma consommation qui a entraîné des problématiques de sommeil, par exemple. Mais je suis dans le contrôle. C'est la fameuse gueule de bois le lendemain quand on se lève après une soirée arrosée. Donc, on peut être dans le contrôle. Ensuite, on a des troubles modérés. Alors, les troubles modérés, on commence à cumuler les dommages dans notre sphère privée, quotidienne, professionnelle, sociale et sanitaire. C'est-à-dire qu'on commence à dépasser les seuils recommandés. Alors, on a des seuils aujourd'hui pour certaines substances psychoactives, notamment pour l'alcool, à ne pas dépasser. C'est les fameux 2 verres par jour à ne pas dépasser, ce que vous entendez à la télévision aujourd'hui dans les campagnes de santé publique. Donc, on commence l'usage modéré, les troubles modérés, c'est qu'on commence à dépasser tous ces seuils de recommandation. Et ça commence à avoir des conséquences, clairement, visibles, dans toutes les sphères de notre vie. Et on commence à prendre des risques. Ivresse au volant, par exemple, ou alors des prises de risques liées à des comportements qui peuvent entraîner des conséquences négatives, accidentologènes dans mes relations sociales aussi. Donc, il commence à y avoir vraiment des conséquences assez visibles, marquées et très factuelles. Les troubles sévères, on est dans la perte de contrôle. C'est-à-dire que là, ma consommation est susceptible et surtout clairement entraîne et provoque des dommages sur le plan physique, affectif, psychologiques, sociaux, professionnels, scolaires, familiaux. C'est-à-dire qu'il y a des retentissements sur toutes les sphères de ma vie sociale. Je suis dans la perte de contrôle. Je ne maîtrise plus ma consommation. Je suis ce qu'on appelle les 5 C. Je suis dans un craving, un désir compulsif et irrépressible de consommer. Perte de contrôle. Je commence à avoir cette activité compulsive, cet usage continu, malgré les conséquences négatives. Là, on est dans l'addiction. Il est toujours possible de se sortir d'une addiction et c'est le travail que l'on mène, nous, en addictologie. Alors, pour finir, prochaine diapositive, ça va me permettre de transmettre la prochaine partie. Les pratiques addictives en milieu professionnel, ça fait longtemps qu'on travaille ce sujet-là en milieu professionnel, puisque vous êtes directement concerné par le milieu professionnel. Alors, comment on est intervenu en milieu professionnel, sous quel angle, quelle est notre approche en milieu professionnel? L'approche, comme vous voyez derrière votre écran, cette illustration montre qu'on a investi le champ professionnel en matière d'addictologie, sous l'angle de la prévention, bien sûr, mais aussi sous l'angle de la sécurité, santé au travail. C'est notre angle d'approche. On envisage aujourd'hui, nous, les consommations, les risques addictifs comme un risque professionnel au travail. Et ce sujet-là, on doit apporter une réponse en matière de prévention, de santé, de sécurité au travail. Ça concerne tous les secteurs d'activité et toutes les organisations du travail, dont le télétravail, dont on va sujet pour lequel on va échanger aujourd'hui. Donc, cette illustration montre que l'univers professionnel n'est pas épargné par les conduites addictives et qu'on doit investir ce champ-là par des recommandations, par des actions de prévention, par un cadre aussi normatif, réglementaire également. Alors, Irène, je vous passe la parole pour que vous puissiez davantage expliquer les conduites addictives et le télétravail. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Avant de parler donc des différents facteurs de risque, je voudrais rappeler, comme l'a dit Laura, que la conduite addictive avec ou sans produit est une maladie, et une maladie chronique qui touche toutes les catégories sociales. Comme facteurs de risque, 3 grands facteurs de risque ont été identifiés. Le premier facteur est lié à l'individu selon sa vulnérabilité psychique, comme l'introversion, l'anxiété, la dépression, la mauvaise estime de soi, l'impulsivité, la recherche de sensations fortes. Donc, vous pouvez constater que ça peut être des notions complètement opposées. L'individu est aussi fragilisé par des habitudes familiales, comme prendre l'apéro pour marquer la fin de la journée en famille,
boire du vin à chaque repas, faire son tiercé quotidien, grignoter devant la télévision. Voilà, d'habitudes prises au sein de la famille en regardant ses parents, enfin, et en considérant que ces choses-là sont normales. On peut ajouter aussi la part du contexte social comme la tradition, après le travail des after-work, aller fumer du cannabis entre amis, ça devient une habitude et ça se normalise. Le deuxième grand facteur est lié aux produits consommés par lui-même. Le magazine médical The Lancet a publié en 2017 une enquête sur la dangerosité des produits, leur pouvoir addictif et leur impact social. Il en ressort que la nicotine, l'héroïne, la cocaïne, l'alcool et l'usage des barbituriques sont les 5 produits les plus addictogènes. En sachant que depuis le premier confinement, l'usage des anxiolytiques a énormément augmenté pour les gens en télétravail. La troisième grande cause concerne le vécu professionnel du salarié, un vécu qui soit réel ou ressenti. Le manque de soutien social par les collègues ou de la hiérarchie, la charge de travail, le grand stress devant une autonomie découverte, le harcèlement, le sentiment d'isolement du salarié, la perception d'insécurité ou sur son emploi ou la perception d'une insécurité au sein de l'entreprise. L'impression que l'entreprise est en crise et qu'est-ce que je vais devenir, voilà, sont des sources d'angoisse. En conclusion, il faut se rappeler que les conduites addictives, avec ou sans produit, sont d'origine multifactorielle. On peut être à la fois de nature stressée, de nature avoir peur de perdre son travail, être impulsif et en colère. Voilà, donc c'est un melting pot de facteurs. Les conduites addictives donc entraînent sur le salarié des répercussions physiques à plus ou moins long terme, avec la diminution de réflexes, la survenue de tremblements, le rétrécissement du champ visuel et autres symptômes comme les insomnies. Surtout dans le cadre d'une addiction comportementale avec les jeux vidéo, hein, les jeux d'argent. Beaucoup, après une journée de travail, beaucoup restent sur les écrans pour continuer. Voilà, ils ne sortent pas des écrans, ils peuvent se coucher à 2 heures du matin sans ressentir de fatigue et après, le lendemain, ils ont du mal à se lever. Donc, la conduite addictive donne aussi des troubles cognitifs qui altèrent la qualité du travail à produire à cause des difficultés de concentration, de mémorisation et de raisonnement. À cela s'ajoute aussi une perte de motivation. Le travail est réalisé en retard et peut contenir des erreurs. Les relations se dégradent entre les collègues, la hiérarchie ou les intervenants extérieurs jusqu'au conflit. Des fautes préjudiciables peuvent mettre en jeu la sécurité du salarié lui-même, celle des collègues et celle de l'entreprise, même en télétravail. On peut, par des comportements inadaptés ou par un travail bâclé, ça peut provoquer des préjudices. Donc, en télétravail, la modification de la perception des risques due à une conduite addictive peut même générer un accident de travail. Et il suffit de se louper le siège en voulant s'asseoir, hein, et qu'on la personne a consommé de l'alcool ou de la drogue, c'est bête, ça paraît bête, mais ça arrive. Descendre les escaliers pour rejoindre son bureau et tomber ou des choses comme ça. C'est bon. Donc, les chiffres, ces 4 grands carrés sont tirés d'une enquête Odoxa lors du premier confinement en 2020. En avril 2020, ils ont été confirmés en octobre 2020, pardon. Et je sais que l'INRS a repris l'ensemble de cette enquête, aussi d'Odoxa,
et a confirmé les chiffres d'une augmentation des consommations des salariés en télétravail. Donc, ces chiffres sont significatifs, hein. Au premier confinement, certains salariés ont découvert vraiment beaucoup d'avantages au télétravail, mais d'autres ont perdu leur repère de collectif de travail et se sont sentis mal, d'où une augmentation des consommations. 5,5 millions de Français ont bu davantage d'alcool. Un fumeur de cannabis sur 4 a augmenté sa consommation et 22% des Français ont augmenté leur prise d'anxiolytiques ou de somnifères. Ça, c'est l'ensemble, c'est sur les Français, l'état des Français. 81% ont été confrontés au risque d'hyperconnexion. Mais quand on parle des télétravailleurs, ce sont près de 41% des salariés en télétravail qui ont été concernés par l'augmentation importante de pratiques addictives. 75% ont augmenté leur consommation de tabac. 66% des télétravailleurs ont augmenté leur consommation d'alcool. 55% pour le cannabis. 52% pour les médicaments. Comme je vous le disais, les états d'anxiété ont été majorés par le confinement et l'isolement, d'où une grande augmentation de médicaments d'anxiolytiques ou d'hypnotiques. Et comme parlait Laura tout à l'heure, 61% des salariés en télétravail sont concernés par le workaholisme. On peut passer à la diapo suivante. Donc là, à travers cette diapositive, nous abordons les situations de télétravail. Pardon. Oui, excusez-moi. Donc nous abordons les situations de télétravail qui peuvent être à l'origine de ces conduites addictives ou de leur augmentation. Le télétravail a nécessité d'exécuter ces missions en autonomie et a donné souvent le sentiment d'avoir de plus grandes responsabilités. L'éloignement physique avec les collègues et les managers génère un sentiment de solitude et d'isolement que le salarié cherche à compenser par l'usage de produits ou par des comportements addictogènes. Certains ont manqué de repères et ont perdu la notion du temps. Ils sont restés enfermés soit dans une pièce avec petite fenêtre, avec grande fenêtre, ou sans fenêtre dans leur chambre. Ils ne savaient pas s'arrêter pour faire les pauses, aller manger, ne savaient pas sortir, marcher, voilà. Il peut être difficile de trouver un équilibre entre vie privée et télétravail. Ce qui est souvent arrivé quand les enfants étaient là en même temps qu'il fallait travailler, comment s'organiser dans le temps. Alors, certains se sont occupés des enfants la journée pour travailler tard le soir mais ils ont consommé plus que nécessaire, soit des cigarettes, de l'alcool, en se disant que ça allait les stimuler. Des pratiques que des salariés n'avaient pas auparavant. Et ils ont ressenti ce besoin de consommer soit de l'alcool ou du cannabis pour être stimulés, pour pouvoir poursuivre une deuxième journée. Quand on est chez soi, il est aussi plus facile de s'octroyer de liberté et de s'adonner à des conduites addictives, surtout en l'absence du regard des collègues et de la hiérarchie. C'est tout le problème de l'isolement aussi, hein, c'était plus facile d'aller chercher une bouteille d'alcool. Il était plus facile de trouver du cannabis et de fumer ou de boire tout seul, de fumer dans son bureau, à son bureau, dans sa cuisine, tout le temps. Alors que quand on est
Quand on est sur le lieu de travail, il faut sortir, il faut avoir son heure de pause pour sortir consommer une cigarette. Donc, ça a bousculé toutes des rites et des mauvais rites se sont mis en place. Alors, paradoxalement, le travail peut se révéler être un facteur protecteur et salutaire pour le salarié ayant des conduites addictives. Donc, j'ai rencontré au cours des consultations des salariés qui étaient des gens anxieux, qui étaient consommateurs et tout ça, et qui ont trouvé, qui trouvent un certain équilibre au travail et à se mettre au travail, à ne pas basculer aussi dans le workaholisme, hein, mais voilà, donc toujours trouver un équilibre entre ce qui peut compenser un besoin de consommer par rapport à d'autres. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à Maître Auger qui intervient sur la réglementation. Merci Irène. Alors pour la réglementation, sur la première diapo, forcément, on élargit un petit peu le spectre et en tant que juriste, je ne peux pas faire autrement que de rappeler bien sûr les principes généraux de prévention et de sécurité. Sans doute le savez-vous déjà largement, l'employeur doit assurer et protéger la santé physique et aussi mentale, bien sûr, des salariés. Alors, on avait beaucoup parlé à une époque de l'obligation de sécurité de résultats qui aujourd'hui n'existe plus, il faut le rappeler, depuis 2015, puisque la jurisprudence pose aujourd'hui le principe d'une obligation de l'employeur de prévention et de sécurité. Alors bien évidemment, lorsqu'on parle d'addiction, l'employeur ne peut pas être derrière chaque salarié, on s'en doute, pour agir sur notamment les facteurs personnels, puisque Irène a pu vous expliquer qu'il y avait parmi les 3 composantes un facteur individuel qui est très important, qui représente un tiers, mais l'employeur est concerné tout de même par le sujet des addictions, je dirais de 2 manières. La première manière, qui est donc le trait saillant possible en lien avec les addictions, c'est eh bien l'accident de travail. Et le deuxième point qui est susceptible d'engager la responsabilité de l'entreprise, voire du dirigeant, c'est la question des risques psychosociaux qui peuvent être accentués bien sûr par un sujet de consommation, notamment de substances psychoactives ayant pu entraîner eh bien, l'aggravation d'une situation personnelle de dépression ou autre. L'employeur doit tout de même, donc même s'il y a des facteurs individuels et même si on touche d'une certaine manière à la sphère de la vie privée, il doit agir pour prévenir. Car le Code du travail le prévoit, c'est l'article 41-21-1. Je ne vais pas vous faire bien sûr un cours de droit, on va passer rapidement, puis le temps est déjà bien engagé, mais les principaux principes de prévention prévus par la loi sont en effet eh bien, la prévention de la pénibilité au travail, les actions d'information et de formation, et je pense que c'est l'un des points majeurs sur lesquels l'employeur peut agir, notamment en situation de télétravail, et également la mise en place de moyens et d'une organisation du travail qui soit adaptée, et tout particulièrement dans l'hypothèse du télétravail, on va le voir sur l'organisation de la communication et des temps de travail, de la répartition des temps de travail et des temps de repos, et notamment du droit à la déconnexion, eh bien, on va voir rapidement que l'employeur doit jouer effectivement son rôle. Ces obligations, il faut le dire, il faut le rappeler, subsistent bien sûr parce que le télétravail, lorsque le salarié est en télétravail, parce que le télétravail n'est pas une suspension de contrat, c'est une modalité d'exécution du contrat de travail. Un accident qui survient pendant le travail à la maison est un accident du travail. Le pouvoir de direction subsiste, ainsi que l'obligation de fixer les horaires de travail, le décompte du temps de travail, même si, il faut bien le reconnaître, et c'est ça la difficulté, eh bien, le lien étant un peu distendu, l'entreprise a beaucoup plus de difficultés, et les managers aussi, à faire usage du pouvoir de direction pour encadrer et continuer d'encadrer le travail. Sur la diapo suivante, on réduit un petit peu le spectre et on va parler plus précisément du télétravail.
Le télétravail, vous le savez, c'est l'article 1222-9 qui a été récemment revu, bien sûr. Le télétravail, c'est le fait d'accomplir son travail hors des locaux, alors qu'il devrait l'être dans les locaux, avec des outils technologiques, généralement à domicile. C'est à l'employeur, finalement, de décider où le télétravail s'accomplit. Le Code du travail prévoyait à une époque un avenant au contrat, ce n'est plus une obligation, l'entreprise peut le mettre en place par une simple charte ou un accord d'entreprise, donc par un outil collectif qui fixe les règles, fixe les modalités, étant précisé que bien sûr le salarié doit avoir accepté les termes, le cas échéant, de cette charte. Il peut aussi bien sûr être prévu par le contrat de travail. Mais attention, le télétravail qui a été mis en œuvre en mode ultra dégradé, si je peux utiliser cette expression pendant le confinement, aujourd'hui qui tente à se pérenniser au moins en partie dans les entreprises, ne doit pas être lâché comme cela sans accompagner les salariés, puisque bien entendu, l'acclimatation à une situation de télétravail n'est pas chose aisée pour tout le monde, et selon effectivement la personnalité des salariés et leur poste, il peut y avoir des difficultés. Donc les salariés doivent être accompagnés, formés. Il faut leur fournir aussi, bien entendu, des équipements de travail adaptés. Ce n'est pas le sujet, mais on voit apparaître des troubles musculo-squelettiques en lien avec une ergonomie de poste qui n'est pas optimale. Et ceci passe majoritairement, à mon sens, par à la fois l'information et la sensibilisation des salariés, mais aussi par l'accompagnement des managers qui ont beaucoup souffert pendant cette période, notamment de confinement et de télétravail généralisé, car ils doivent continuer de superviser leurs équipes, leurs collaborateurs, avec des conditions qui sont tout de même dégradées. Dans les enquêtes dont on vous transmettra les liens en fin de webinaire, vous verrez que parmi les facteurs liés au confinement qui ont pu provoquer l'augmentation de consommation de produits psychoactifs dont l'alcool, il y a le sentiment d'isolement et la perte de repères bien sûr, et les difficultés liées à la communication entre salariés, avec le management et aussi entre les salariés et les représentants du personnel. Il est absolument indispensable, lorsqu'on réfléchit sur le télétravail, de se poser la question de la mise en place d'outils de communication, tels des messageries instantanées, des chats ou autres outils de téléphonie simplifiés, permettant de garder le lien entre les salariés et leurs représentants du personnel ou leurs managers. Aussi, il est indispensable de sensibiliser les managers sur la détection des signaux, parfois des signaux faibles, permettant de s'apercevoir qu'un collaborateur est en mal-être et que peut-être de ce fait, on aperçoit des signes, on a vu tout à l'heure dans la diapo qui vous montrait les traits saillants de la consommation habituelle, et bien de détecter le fait qu'un salarié est en baisse de vigilance, parfois en somnolence, parfois effectivement peut avoir un comportement anormal. Sur la diapo suivante, rappelons rapidement les obligations, et vous avez quelque part une sorte de, pas vraiment de boîte à outils, parce que ce sont des outils obligatoires. Le document unique d'évaluation des risques, bien sûr, doit aussi porter sur, alors non pas forcément les conduites addictives, qui ne sont pas à proprement parler des risques professionnels, sauf lorsqu'ils sont favorisés par des comportements au travail, par des moments de convivialité qui sont très ancrés dans l'entreprise, le fait d'avoir des repas au restaurant, le fait d'inviter des clients, le fait d'organiser des pots, des événements à l'attention des clients, cela peut faire dégénérer la consommation d'alcool en risque professionnel. Mais c'est vrai que le document unique d'évaluation des risques est un élément important. La charte télétravail est aussi un outil pour régir la consommation de produits, l'utilisation des écrans ou d'autres comportements addictifs qui peuvent survenir dans l'entreprise. Le règlement intérieur, bien entendu, on y reviendra, est un élément très puissant pour poser le cadre directif de l'entreprise. La charte des connexions, et notamment on parlait tout à l'heure du workaholisme et de l'addiction aux écrans, la charte des connexions qui est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés qui mettent en place du forfait jour, eh bien, doit permettre aux salariés de couper lorsqu'ils sont en télétravail entre les moments de vie personnelle et les moments
de vie au travail, bien sûr. Et l'entreprise, surtout, doit veiller à organiser et faire respecter le repos quotidien, le repos évidemment hebdomadaire, la prise des congés, les arrêts maladie. Tout ceci est beaucoup plus compliqué avec du télétravail, bien sûr, puisqu'on n'est pas sans arrêt derrière le salarié, mais pour autant, on doit pouvoir surveiller ses temps de connexion. On doit aussi être capable de décompter son temps de travail, d'identifier des dépassements pour pouvoir les traiter, car le Code du travail impose la même obligation aux employeurs lorsque le salarié est en présentiel ou hors de l'entreprise. Et dans tous les cas, les règles habituelles de l'entreprise s'appliquent aussi en télétravail. Pour terminer, sur peut-être un focus sur la diapo suivante avec le règlement intérieur, s'il vous plaît, juste la diapo d'après. Merci. Donc, le règlement intérieur reste un outil privilégié. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, doit être rédigé avec soin. Souvent, évidemment, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de clauses types, c'est vrai, mais clairement, c'est là que l'entreprise doit marquer les limites de l'utilisation, on va dire, de ces produits ou, le cas échéant, de ces vecteurs d'addiction. Donc, c'est là qu'il va falloir régir la manière dont on utilise Internet, la manière dont on utilise les écrans, les pots d'entreprise, la consommation à midi, etc. Prenez grand soin, en travaillant sur ce règlement intérieur, de l'utiliser comme, bien sûr, un outil juridique pour encadrer. Je ne parle pas ici de prévention, mais que ça en est aussi, puisque, comme vous le disiez, Irène, le travail peut être un moyen de réduire ces addictions. Et évidemment, si l'entreprise ne favorise pas le développement des addictions, c'est infiniment plus facile pour chaque salarié de lutter contre peut-être son penchant addictif. Bien sûr, le service de santé au travail, bien sûr, les représentants du personnel sont des acteurs majeurs de cette prévention des conduites addictives, et aussi sur de la prévention, on va dire, tertiaire, pour les salariés qui auraient besoin d'un accompagnement personnalisé. Eh bien, les services sont là pour aller aider chaque salarié à essayer de s'extraire. On a vu avec Laura Delorge que ça peut prendre quelques années pour essayer de s'extraire de cette situation addictive personnelle. La sensibilisation collective est bien entendu un moyen important, mais on voit que souvent c'est plus facile, c'est vrai, dans les grandes entreprises qui ont peut-être plus de moyens à mettre sur de la prévention collective, mais évidemment, il ne faut pas hésiter à inciter les salariés à participer à des démarches de sensibilisation organisées par les services de santé au travail, et ne pas hésiter aussi à guider, à orienter les salariés vers une prise en charge adaptée de leur propre situation pour évidemment améliorer leur état de santé général et leur bien-être au travail. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la partie réglementation, et si vous avez des questions, on le verra après, bien sûr. J'étais un peu longue, pardonnez-moi, et je repasse le relais. Nous allons aborder maintenant la prévention avec quelques conseils pour les managers, l'encadrement en entreprise. Alors, il est important de maintenir un lien social dans le collectif du travail, et tout changement de comportement chez un salarié pourra être noté, ce qui est un signal d'alerte, comme on l'a vu précédemment. Cela permet d'éviter l'isolement qui pourrait être source de stress, favorisant la consommation de substances addictives. Pour quelques-uns, le télétravail a parfois permis de diminuer la conduite addictive, notamment le nombre de cigarettes fumées, par exemple. Et dans quelques cas, cela a permis une mise à distance de ceux pour qui cela ne se passait pas bien, et une prise de recul avec certains collègues. Par ailleurs, un lieu de travail doit être identifié par le salarié, si possible, en dehors de la cuisine, parce que cela évite les tentations. Un encadrement avec une prise de contact régulière par le manager doit être instauré afin de verbaliser les difficultés. Un temps d'échange doit être mis en place, des horaires de travail respectés. Alors, pour ce faire, une formation des managers sur le risque des conduites addictives doit être mise en place. La prise en charge des salariés, l'écoute est essentielle. Selon l'organisation du travail en place et selon les problématiques rencontrées,
Les actions d'information ou de sensibilisation peuvent être abordées pendant la minute sécurité ou la réunion d'équipe. La communication peut se faire soit par des affiches de l'INRS, Santé publique, des flyers, notamment de l'association Addiction France, ou elle peut aussi être dématérialisée. Vous ferons passer à la fin le lien du portail Addicted, par exemple, Addicted Pro. Il ne faut pas hésiter à contacter les différents acteurs de prévention. Alors, il est légitime d'engager l'entreprise dans une démarche de prévention et d'instaurer un dialogue social. Les acteurs internes, le service RH, les membres du CSE, les collègues doivent être sensibilisés et formés afin d'être capables d'entendre et d'accompagner un salarié ayant une conduite addictive. L'écoute et l'empathie sont à la base de cette démarche. Il est préférable que les actions soient co-construites dans une démarche de prévention tertiaire et une charte peut être élaborée. Parmi les acteurs externes, le service de santé au travail est présent en tant que ressource pour des conseils et un accompagnement. Le soutien passe aussi par des acteurs sociaux, des intervenants en addictologie tels que l'EXAPA, les associations et les hôpitaux référents. C'est parti. Oui. Et des hôpitaux référents. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. La mise en place d'actions de prévention des conduites addictives peut se faire par l'équipe pluridisciplinaire et ou l'aide des intervenants extérieurs. À noter qu'à compter du 31 mars 2022, très bientôt, les services de santé au travail seront renommés services de santé et de prévention au travail interentreprises et contribueront à la réalisation d'objectifs de santé publique. Alors, les objectifs des services de santé actuels, bon, vous les connaissez, hein, ça doit éviter toute altération de santé physique et morale des salariés. Et nous sommes là pour conseiller les employeurs, les salariés et leurs représentants. Mais on est là pour assurer le maintien dans l'emploi en veillant à préserver l'état de santé des salariés. Donc, je vous ai un petit peu résumé là très rapidement, mais on pourra y revenir si vous voulez. Une démarche de prévention sur les conduites addictives doit être abordée au même titre que tout autre risque. Bon, on en a déjà parlé, mais bon, voilà. Il est conseillé de l'inclure dans le DU, car cela permet d'aborder ce sujet qui est souvent laissé de côté et dont on n'ose pas parler. Il permet parfois de démystifier le sujet. Une addiction est aujourd'hui assimilée à une maladie chronique et la prise en charge est très longue, avec des rechutes possibles. Voilà, comme Laura vous a dit tout à l'heure, ça peut durer des années. La prise en charge au sein d'un collectif à l'écoute se fera dans un climat de confiance et permettra d'instaurer un dialogue social. Le bénéfice pourra être ressenti au sein du collectif de travail avec une amélioration de la qualité de vie au travail. Nos équipes pluridisciplinaires composées de médecins du travail, d'infirmiers de santé-travail, d'ergonomes, de psychologues du travail, assistants de santé-travail, ainsi que d'assistantes sociales peuvent vous apporter leur soutien lors d'un accompagnement individuel pendant les visites qui sont assurées par ces mêmes équipes, enfin surtout les infirmiers et les médecins. Une démarche en ergo-conseil peut être apportée pour les salariés en télétravail par nos ergonomes, d'une aide à l'élaboration du DU lors des ateliers et webinaires qui sont animés par nos ergonomes, d'une sensibilisation collective pour l'encadrement ou les salariés qui peut être organisée au sein de l'entreprise, d'une orientation pour une prise en charge adaptée, par exemple par le biais de notre partenariat avec l'association Addiction France. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole aux questions et c'est Virginie, je crois, qui reprend la parole. Oui, merci Madame Cabon. Donc, merci déjà aux intervenants d'avoir pu animer ce webinaire. Donc, on espère que ça a pu vous apporter voilà, des outils, des pistes, un petit peu plus de clarté sur ce sujet qui est souvent tabou en entreprise. Donc, si vous avez des questions, je pense peut-être que le plus simple encore, c'est d'activer vos micros et de les poser en direct ou si vous préférez les poser sur le chat, il n'y a pas de souci. Donc, on y répondra. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est toujours la première qui est la plus compliquée. Hein. Alors peut-être qu'on peut en lancer effectivement une question qui revient, qui peut être peut-être un questionnement justement pour l'employeur. Là, en termes de réglementation par rapport à l'employeur, est-ce qu'il peut organiser un alcotest chez un salarié en télétravail? Est-ce qu'il a le droit de faire ça, par exemple? Est-ce que peut-être Maître Auger, vous pouvez nous éclairer sur cette question-là?
Oui, merci pour cette question qui a le mérite de mettre les pieds dans le plat. Alors, l'alcotest doit être, pour pouvoir être organisé par l'employeur, prévu par le règlement intérieur. Et en fait, comme c'est un outil de prévention en matière de sécurité, il ne peut être réalisé que pour des postes soumis à des risques, des postes dangereux. Par exemple, utilisation de machines, d'outils tranchants, encadrement d'enfants ou de personnes fragiles, conduite de véhicules, d'un chariot élévateur, etc. Si le salarié n'est pas dans une de ces situations, évidemment, l'alcotest est interdit. J'ajoute qu'à domicile, ça ne vous a pas échappé que dans le cadre du droit à la vie privée et au domicile, l'employeur ne va pas pouvoir faire irruption pour organiser un alcotest. Ceux qui peuvent, le cas échéant, se déplacer, c'est les représentants du personnel pour vérifier les conditions de travail du salarié, mais pour l'alcotest, la réponse, elle sera négative. Voilà. Après, dans l'entreprise, évidemment, cela sera différent, mais à domicile, ça va pas être possible. Voilà. Est-ce que parmi les personnes présentes, peut-être, qui ont assisté au webinaire, vous avez vous-même observé des situations peut-être d'alcoolémie visibles, manifestes pendant, je ne sais pas, des visios avec vos collaborateurs? Est-ce que vous avez eu des problématiques particulières dont vous voudriez échanger? On n'est pas très nombreux, on peut faire des partages d'expériences, n'hésitez pas. Hein. Bonjour. Moi, j'avais une question. Si on constate qu'un salarié consomme de l'alcool, mais comment peut-on aborder, lui faire un alcotest? Et si après l'alcotest, on constate que c'est réel, comment peut-on aborder le sujet? Alors, je vais peut-être donner des premiers éléments de réponse et après peut-être passer la main peut-être aux professionnels de santé. Pour la partie plus réglementaire, bien sûr, sur un état soit manifeste d'ébriété qui peut être identifié sans alcotest, hein, parce que parfois on connaît les signes, soit après la réalisation d'un alcotest, si les conditions sont remplies, donc, et à partir du moment où on voit qu'il y a un état d'ébriété établi, bon, je pense qu'il y a plusieurs configurations possibles. Si effectivement ça a un impact négatif, et on se doute que ça en a un sur le travail, et a fortiori si ça pose un problème de sécurité au travail, l'employeur a quand même l'obligation d'agir. Si ça pose un problème de sécurité, je pense qu'il faut quand même cadrer assez fermement, parce qu'on ne peut pas tolérer que le salarié se mette en danger ou mette en danger les tiers. Donc c'est vrai, l'usage du pouvoir de direction est indiqué si on a une situation d'alcoolémie ponctuelle. Si par exemple un salarié conduit alors que vous savez qu'il est en état d'ébriété et que c'est démontré, je pense qu'il faut sanctionner. Je pense que c'est même une obligation, puisque l'employeur doit assurer l'effectivité de la sécurité au travail. Maintenant, pour avoir une approche un peu plus macro, si cet état d'ébriété est lié à une addiction, on glisse sur un sujet qui est plus de l'ordre de la pathologie, puisqu'on vous a indiqué qu'il s'agissait bel et bien d'une maladie. Et c'est clair que le traitement du salarié doit être adapté. Le guider vers une assistante sociale, le guider vers le médecin du travail ou vers un addictologue. Essayer de comprendre sa problématique. Est-ce qu'elle est financière, familiale, professionnelle? Il y a ici une prise en charge plus ressources humaines, plus humaine, qui va être plus compliquée pour l'employeur qui ne se donne pas toujours l'autorisation d'aller empiéter sur cet aspect qui est un peu vie privée. Voilà, donc il faut trouver un juste milieu entre protéger la sécurité, l'usage du pouvoir de direction, et accompagner l'humain pour l'aider à se sortir de cette situation. Si je peux juste compléter, Maître Roger, ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. Il faut articuler l'individu, sa vulnérabilité, son parcours de vie, comme je l'ai dit en addicto, le cadre réglementaire, normatif et la sécurité au travail. Et moi, pour travailler longtemps en addictologie, donc depuis 10 ans, nous, on a des personnes qui viennent nous voir, on leur a jamais dit qu'ils avaient une problématique addictive, ni dans leur entourage, ni au travail, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi se donner les ressources pour nommer
Ça peut être juste une consommation ponctuelle, ça peut être un mésusage comme je l'ai décrit. Mais il ne faut pas hésiter à nommer les choses. Alors, on ne va pas les nommer sous l'étiquette « écoute, tu es alcoolique, tu dois te faire soigner ». Ton état, ciblez surtout l'état normal et essayez de questionner le salarié. Mais qu'en pensez-vous de votre état au travail? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes, d'après vous, en état pour occuper ce poste de travail? Et surtout, solliciter les portes pour pouvoir accompagner le salarié, le service de santé au travail et nous en addictologie, mais lui proposer des ressources pour être accompagné. Et je rejoins Maître Roger tout en assurant vraiment un cadre réglementaire, parce qu'on est quand même au travail, il y a quand même la sécurité sur le poste de travail, il y a quand même les textes normatifs, mais il faut vraiment nommer les choses, questionner le collaborateur et ensuite pouvoir lui proposer des solutions d'accompagnement pour qu'il puisse faire le point et s'il a une problématique addictive, de gérer vraiment son addiction. C'est vrai que la question est vraiment très complexe parce que ça dépend beaucoup d'un salarié à un autre. Et si on est vraiment sur une conduite addictive, il est aussi assez fréquent, et moi je l'ai vu, d'avoir un salarié qui est dans le déni et qui parfois, alors qu'il est manifestement en état d'ébriété, va dire « non, je n'ai pas consommé ». Donc, il faut parfois faire usage de ressources psychologiques pour arriver à guider le salarié vers une prise de conscience. Et c'est souvent cette partie prise de conscience qui va être extrêmement longue. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose ou si on prend les autres questions. Virginie, je vous laisse la main. Oui, alors justement, peut-être qu'on parlait de risques, enfin de risques psychosociaux. Peut-être qu'on peut rebondir sur justement comment on peut identifier donc, les risques psychosociaux quand les salariés sont en télétravail. Puisqu'en fait, le lien n'est pas direct, on ne les a pas entre guillemets sous la main. Il y a cette distance qui s'opère. Comment on fait? Quelles sont les alertes? Quels sont les outils? Enfin, j'imagine que la question va dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas si la question, je ne sais pas si le docteur Cabon ou quelqu'un a peut-être, juste pour donner mon sentiment. Bon, déjà, le télétravail complet, on a vu que c'était bien pratique en mode confinement, mais c'est évident que c'est parfaitement déconseillé. En télétravail, les signaux faibles sont bien moins perçus. Donc, il faut limiter le télétravail à un nombre de jours qui soit approprié à l'activité et à la situation évidemment de chaque poste. Les signaux faibles vont être, ou les signaux de risques psychosociaux, on va avoir peut-être la baisse de performance, le fait qu'un salarié va se montrer atone, va se montrer moins participatif, moins enthousiaste qu'il a pu l'être, parce qu'évidemment, les signaux sont plus faibles, parce que lorsqu'il vient en présentiel, quand il est en RPS, à l'arrière, il ne vient plus, il est en arrêt. En télétravail, peut-être qu'il va moins facilement se mettre en arrêt, mais voilà, les sautes d'humeur, les mails, le contenu des mails, peut-être plus acerbe, ça va être des choses vraiment très subtiles. Pour le savoir, il va falloir garder vraiment un lien très fort, notamment quand il vient dans l'entreprise, ou bien avec des outils de communication, de communication instantanée notamment. Parfois, il y a des météos de l'humeur qui sont mis en place dans les entreprises, mais bon, évidemment, ça veut dire mettre le doigt aussi sur des fois la météo n'est pas bonne. Bon, voilà, moi j'ai pas beaucoup d'autres pistes que celle-ci. Je vous laisse peut-être, pour les autres intervenants, compléter si vous avez d'autres idées. Alors, moi, je pense que souvent, la personne se met en retrait et donc le travail est moins bien fait, la qualité en pâtit. Et à ce moment-là, c'est un signal, peut-être un peu faible, mais peut-être fort, ça dépend de quel sens on le voit, mais ça permet d'alerter. Et la personne est démotivée. Donc, quelquefois, ces personnes viennent nous voir parce qu'elles elles se sentent mal, il y a un mal-être qui s'installe, et elles viennent nous rencontrer. Elles nous verbalisent leur mal-être et les raisons. Mais bon, après, ça, c'est autre chose. On a débordé un peu de la question, là. Je vais peut-être laisser la place à Laura et à Irène. Alors moi, les RPS, c'est pas trop mon champ d'activité, c'est plutôt les addictions, mais moi, je rejoins totalement ce que vous disiez. En addictologie, les signaux qui peuvent m'alerter ou qui peuvent m'amener sur la piste que la personne n'est pas dans son état normal, c'est effectivement, c'est la questionner, c'est rester, même si on a du management à distance, c'est quand même garder un lien fort avec nos équipes et vos collaborateurs, en général, c'est ce que je dis en addictologie, vos collaborateurs, même s'ils sont à distance, vous les connaissez.
connaissez leur assiduité, vous connaissez leur sympathie, le fait qu'ils sont proactifs, etc. Et c'est vrai que c'est tout ce qui vous semble un petit peu changeant, c'est-à-dire il ne m'a pas habitué, même en visio, même en télétravail, à répondre de cette façon-là. Il ne m'a pas habitué à être parfois un petit peu somnolent, même en visio, etc. Donc c'est tout ce qui peut vous interpeller parce que vous connaissez vos collaborateurs. Donc c'est des attitudes et des humeurs assez changeantes. Et je pense que c'est ça qui peut vous interpeller à distance. Alors, pour compléter, ah pardon. Oui, non, mais il y a une petite chose aussi, quand vous faites des visios avec les collaborateurs, c'est l'aspect physique, comment la personne se présente aussi en visio. Si vous la voyez s'éteindre, les cheveux pas lavés ou quelque chose de changé, ça peut donner aussi une sonnette. Pour compléter, je rappelle que dans le cadre du télétravail, il faut prévoir un entretien avec le salarié au minimum une fois au cours de l'année pour faire le point sur cette situation de télétravail. C'est à la charte de l'organiser. Cet entretien doit être l'occasion de faire le point sur ce mode de travail qui n'est tout de même pas ancré depuis très longtemps dans nos habitudes. Et à l'occasion de cet entretien, justement, rechercher si le salarié est en difficulté. Alors, je reprends, excusez-moi, une première question qui avait été posée au tout début, là, d'un point de vue accident du travail. Donc, justement, est-ce que si un salarié a un accident pendant son télétravail, dû à une cause d'alcoolémie, par exemple, comment cela se passe? Bon, ça, c'est la configuration épouvantable, hein, la pire, pour une simple et bonne raison, c'est que vous n'arriverez, je pense, jamais à prouver que l'accident est survenu en lien avec une situation d'alcoolémie, puisque ça se passe, à part si c'est un accident gravissime, cet aspect alcoolémie ne vous sera pas accessible, à mon sens. Toujours est-il que ce n'est pas parce qu'il y a un état d'alcoolémie que ce n'est pas un accident du travail. Ça restera un accident du travail s'il est survenu au lieu et au temps de travail. Si le lieu de travail, c'est le domicile et qu'on est pendant le temps de travail, effectivement, ce sera un accident de travail, sauf si on prouve que le salarié s'est soustrait au pouvoir de direction de l'employeur pour aller faire autre chose, j'en sais rien, accompagner son fils au judo. Là, ce ne sera plus un accident de travail. Après, la question, ce sera la preuve. Voilà, parce qu'il y a parfois des petits malins qui essaient de tenir le coup pour rentrer à la maison et dire « j'étais pas au judo, j'étais à la maison et je suis tombée de ma chaise ». Bon, à voir. Donc, je pense que cette configuration-là, elle est très compliquée et l'employeur a très peu accès aux causes réelles de l'accident qui survient au domicile. C'est une réalité. Peut-être une autre question. Est-ce que le salarié qui a une addiction sévère, est-ce qu'il peut être déclaré inapte par le médecin du travail? Alors, il y a tout un cheminement avant qu'il ne soit déclaré inapte, hein. Il y a la prise en charge dont on a parlé tout à l'heure, et c'est une maladie, donc ça peut être très très long. Tout dépend vraiment comment, si lui, des fois, il y a des salariés qui refusent, c'est le déni dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas la prise en charge, qui ne veulent pas accepter, voilà, ils sont dans leur sphère, c'est infernal, quoi, hein, c'est carrément un cercle vicieux. Et on arrivera à l'inaptitude, mais vraiment in fine, hein, donc ça nous est arrivé d'accompagner, enfin ça m'est arrivé dans ma pratique d'accompagner quelques salariés. Malheureusement, ben là, c'est une perte d'emploi et la personne se retrouve sans prise en charge au niveau de la santé et aussi sans emploi. Donc, on essaie de vraiment pas arriver à cette conclusion-là. Mais malheureusement, il y en a. Donc, c'est dommage. Mais c'est comme ça, encore aujourd'hui. C'est justement pour ça que la mise en place d'une charte, d'un accompagnement des managers, etc., pour détecter les signaux, même très faibles, hein, et donc une formation au niveau tertiaire, une formation des managers, des salariés, de façon à pouvoir identifier des problèmes quand il y en a, ça pourrait permettre d'éviter d'arriver à cette finalité-là. Avant juste l'inaptitude, effectivement, il peut y avoir des restrictions aussi temporaires
voilà, concernant un collaborateur avant voilà, de prononcer l'inaptitude qui peut prendre du temps. Mais avant, il peut y avoir des restrictions pluridisciplinaires entre un service de santé au travail, le manager, etc. Enfin, qu'il y ait un consensus. Et malheureusement, les restrictions, souvent, les employeurs, bon, ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais au bout de quelques mois, ça pose problème sur le collectif, apparemment. Donc, sur les exemples que j'ai pu avoir, hein, donc le collectif ne supporte pas bien. Donc, ces restrictions qui permettent d'accompagner ce salarié qui est malade. Voilà. Et oui, ça existe, tout à fait. Alors, est-ce que d'autres personnes ont des questions? Je vois que l'heure tourne, il est 11 heures. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous vous souhaitons une belle journée. Nous espérons que nous avons pu apporter des réponses à vos questions. Et donc, le webinaire pourra être visionné en replay sur la chaîne YouTube du SSTI 33. Donc, n'hésitez pas si vous avez pas pu y participer ou revoir une partie du webinaire, consultez le replay. Merci à tout le monde, en tout cas. Passez une bonne journée, merci. Merci beaucoup. Très bonne journée.